This meeting is being recorded. Ok, je pense qu'on va commencer. On va donner peut-être 2 autres minutes aux collègues. Ok, docteur Jérôme, docteur Hélène est là. Oui, il est là. Ok. Donc, on va devoir commencer. Encore une fois, bonjour et bonsoir à tout le monde. En fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Et merci d'être venu à cette session de partage d'expérience des plateformes de santé. Mon nom, c'est Dr Issia Gadafé. Je suis l'un des membres de notre équipe de gestion du programme de sécurité sanitaire mondiale basé ici à Baltimore au sein de l'université Johns Hopkins. Nous sommes conscients que c'est le mois de carême, donc on fera vite pour que la session soit très animée afin qu'on ne puisse pas voir le temps passer pendant l'heure et demie qui nous est là. Aujourd'hui, nul n'a besoin vraiment de présenter le rôle critique de la proximité de santé dans la collaboration multisectorielle et transdisciplinaire avant, pendant et même après les urgences de santé publique, que ce soit à portée nationale ou à portée internationale. Donc, l'objectif de cette session d'échange est de créer un espace où toutes les plateformes, pour le moment, c'est seulement au niveau des pays francophones, mais c'est pour donner cette possibilité aux plateformes de pouvoir partager leur expérience en général dans la gestion des plateformes dans leurs pays respectifs, mais plus précisément pour ressortir un peu le rôle de coordination et de collaboration des plateformes de santé pendant les crises de santé publique. Alors, lors de la dernière session, ça c'est la deuxième session, hein, mais lors de la première session, nos collègues de la RDC ont partagé leur expérience dans la décentralisation de leur plateforme de santé, que ce soit au niveau provincial. Là, ils sont en train même d'aller à des niveaux beaucoup plus périphériques, parce que c'est là où se passe l'acte, en fait. C'est là où on a besoin, en fait, de la fonctionnalité de ces plateformes-là pour pouvoir bien gérer toute crise ou toute urgence de santé publique à portée nationale ou internationale. La session d'aujourd'hui, nos collègues de la Guinée et du Sénégal vont partager avec nous le rôle de leur plateforme dans la gestion des crises sanitaires, que ce soit dans la gestion de la pandémie de Covid,
que le Sénégal va présenter, ou le rôle de la plateforme dans la gestion de l'épidémie de la grippe aviaire que nos collègues de la Guinée vont partager. Donc, comme on a déjà perdu pratiquement un peu de temps, je vais partager un peu l'agenda d'aujourd'hui. C'est déjà l'arrivée des participants, l'accueil, et nos collègues du Sénégal vont présenter les premiers de leur expérience dans la gestion de la pandémie de Covid au Sénégal. Ensuite, nous passons la parole à nos collègues de la Guinée pour présenter la gestion de la fièvre, de la grippe aviaire en Guinée, qui est quand même une épidémie récurrente en Guinée. Et comme vous savez, la Guinée est l'un des pays qui a des épidémies récurrentes, que ce soit Ebola, Covid ou la grippe aviaire ou même la rage. Donc, et dans toutes ces ripostes-là, la plateforme de santé a joué un rôle critique pour contenir les épidémies. Ensuite, on aura un peu de temps pour discuter, poser des questions. S'il y a d'autres qui ont des idées qui peuvent partager, ils auront l'opportunité de le faire. Je voudrais aussi vous rappeler que le mois prochain, il y aura la 3e session, et ensuite la 4e session, le mois qui va suivre. Jody, slides. OK, continue. Slides, Jody. Jody, slide, OK. Sur ce, j'ai le plaisir de vous présenter Dr. Bachir Wilan, qui est un médecin de formation. Il a travaillé pendant 2 ans en appui technique à la plateforme de santé du Sénégal, et notamment dans la coordination des différentes activités de cette plateforme. Auparavant, il a travaillé pendant 1 an au Centre des opérations d'urgence sanitaire, où il a été au cœur des dispositifs de riposte au Sénégal, et spécialement face à la COVID. Donc, je pense que le Dr. Wilan est vraiment la meilleure personne pour partager l'expérience du Sénégal. Sur ce, après Dr. Wilan, on aura Dr. Kouma Mfassou, qui est vétérinaire épidémiologiste, chargé de la prévention et de la lutte contre les zoonoses à la Direction nationale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'élevage de la Guinée. Et nous sommes très heureux aussi de recevoir Dr. Kouma pour sa présentation. Sur ce, Dr. Wilan, nous vous passons la parole. Merci. Commencez notre présentation. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Dr. Daffé. Merci pour la parole. En tout cas, nous remercions USAID Breakthrough Action pour la sollicitude. Mettez un diaporama. Pour la sollicitude et voilà. Diaporama. Pour qui? Pour vous ou Oui, diaporama. La projection n'est pas en diaporama. S'il vous plaît, Dr. Pepe, c'est le Sénégal qui est d'abord en train de présenter. C'est le Sénégal qui présente en premier lieu. Après quoi, la Guinée va venir. Oui, qu'ils le mettent en diaporama, quoi. C'est pour la visibilité. Oui, il en vient. Ah, ok. Donc, je disais, en tout cas, merci beaucoup pour l'intérêt que voilà, vous donnez à notre pays et pour l'opportunité que vous nous offrez pour pouvoir partager notre expérience par rapport surtout à la riposte à la pandémie de COVID-19 ici au Sénégal. Et voilà, une riposte ou une réponse qui a été faite vraiment de manière multisectorielle, vous verrez dans les diapositives. Donc, il y avait toutes les parties prenantes de la sécurité sanitaire qui étaient impliquées dans la réponse par rapport à cette épidémie.
Donc, nous vous remercions aussi au nom de Madame le secrétaire permanent de la plateforme du Sénégal, donc Dr Adjaratou, donc vraiment qui vous passe un bonjour et qui vous remercie aussi pour cette opportunité que vous offrez au pays. On va rapidement partager ce que nous avons préparé sur les diapositives. Diapositives, s'il vous plaît. Voilà, donc si après le plan de présentation que nous allons suivre, donc, en premier le contexte, ensuite nous allons un peu parler des mécanismes multisectoriels d'intervention et les interventions spécifiques que la plateforme a pu coordonner durant la réponse à COVID. Puis nous allons partager un petit peu les impacts des différentes interventions, après les points forts de la réponse, les défis, les perspectives et enfin pour conclure. La positive, s'il vous plaît. Donc, par rapport au contexte, donc déjà, permettez-moi de vraiment rappeler par rapport aux dispositions géographiques du Sénégal. Donc, le Sénégal qui est un pays situé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc avec une superficie de 1996, disons, 196 722 km² avec une population de 16 millions d'habitants, donc une espérance de vie tournant autour de 68 ans. Donc, on a 14 régions administratives, donc cette découpage administrative est dirigée par des gouverneurs de régions. Ensuite, on a des départements et puis des communes, dirigées aussi par des préfets, des sous-préfets. La langue officielle, c'est le français. Les langues courantes, c'est le Wolof, qui est la langue nationale. Et puis, on a d'autres langues, le Pulaar, le Serer, etc. Donc, pour les activités aussi, il y a pas mal d'activités agricoles au niveau du pays. Et surtout par rapport à la pêche aussi, où le pays a 700 km de côte sur la façade atlantique. Et il y a une intensification de l'élevage au niveau du pays. Donc, l'élevage intensif, semi-intensif et avec un volet pastoralisme aussi assez important. Donc, par rapport au Conseil de la sécurité sanitaire mondiale, donc le Sénégal a érigé ce cadre depuis 2017 avec un arrêté du Premier ministre donc, qui a mis en place le Haut Conseil national de sécurité sanitaire mondiale, One Health, placé au niveau de la primature. Donc, la mise en place de ce cadre donc, est faite, disons, au lendemain de l'évaluation externe conjointe que le pays a fait en 2016, donc, où vraiment c'était ressorti la nécessité de mettre ce cadre institutionnel qui va coordonner la mise en œuvre du programme multisectoriel de sécurité sanitaire mondiale au niveau du pays. Et tout cela rentre dans le cadre du règlement sanitaire international où l'approche multisectorielle et multidisciplinaire ou transdisciplinaire est vraiment, vraiment sollicitée pour avoir un impact réel par rapport à tout ce qui est réponse face aux urgences sanitaires. Alors, donc, mise en place depuis 2017, à un moment, il y avait, disons, quelques changements institutionnels. Donc, c'était rattaché au niveau du secrétariat général du gouvernement, mais actuellement, avec le retour de la primature au niveau du Sénégal, c'est retourné dans le cabinet du père. Donc, ce programme de sécurité sanitaire mondiale au niveau du pays est sous l'égide du Premier ministre, donc, qui est l'entité suprême qui va coiffer l'ensemble des ministères sectoriels, donc pertinent pour la mise en œuvre de cette approche One Health. Donc, on a le secrétariat permanent qui fait fi en même temps de coordination. On a le comité de pilotage de la coordination multisectorielle. Pour rappel, ce comité de pilotage est présidé par le ministre secrétaire général du gouvernement, donc, où aussi siègent l'ensemble des secrétaires généraux des différents ministères. Après, à côté, on a toujours dans la nomenclature les comités intrasectoriels. Donc, ces comités intrasectoriels sont logés au niveau des différents ministères. Donc, chaque ministère a un comité intrasectoriel
donc, donc, sur lequel les gens vont travailler sur l'aspect One Health. On a les comités déconcentrés qui sont des éléments très importants qui sont au niveau des régions, sont dirigés par le gouverneur de région, au niveau des départements par les sous-préfets. Ensuite, on a les groupes thématiques de sécurité sanitaire mondiale. Vraiment, c'est le cœur du dispositif de la mise en œuvre de l'approche One Health au Sénégal. Donc, avec l'ensemble des experts techniques nationaux qui se retrouvent autour de thématiques. Par exemple, on travaille sur la résistance aux antimicrobiens. On a un groupe thématique RAM très dynamique. Ce groupe qui a élaboré le PAN-RAM du Sénégal et qui est en train de faire l'évaluation pour faire une mise à jour de ce plan. Ensuite, on a des groupes thématiques qui travaillent sur les zones, sur les points d'entrée, sur la sécurité sanitaire des aliments, sur la gestion des points la gestion des urgences, sur pas mal de thématiques. Disons, tous les 19 capacités du RSI, donc un groupe thématique fonctionnel sur lequel nous nous basons pour définir toutes les stratégies donc, liées à la mise en œuvre de la sécurité sanitaire mondiale. Diapositive. Next slide. Diapositive. Diapositive. Voilà, donc là, c'est la représentativité. Donc, vous voyez sur cette diapositive qu'il y a, disons, toutes les composantes de l'approche One Health donc, qui sont ici. On a les institutions publiques ou privées. On a la société civile, le secteur privé. Donc, nous avons les autorités administratives au niveau déconcentré, les collectivités territoriales, les maires qui ont un rôle prépondérant dans la gestion donc, des urgences sanitaires, les organisations professionnelles, les universités, les comités scientifiques, mais aussi la communauté Next slide. qui est impliquée dedans. Slide. Mais voir ça dans le diaporama. Donc là, on a la liste des groupes thématiques sur lesquels nous travaillons et qui sont les groupes thématiques les plus dynamiques, donc Zonos, RAM, SSA, NRBC, voilà, etc. Chapeau. Next slide. Donc, concernant la COVID-19, voici un mécanisme d'intervention qui a été mis en place au niveau du pays, donc avec le Haut Conseil qui gérait un tout petit peu le rôle de coordination, surtout par rapport à l'AMS, à l'Institut Management System, où le Haut Conseil était le liaison officer. Donc, c'était vraiment l'entité qui gérait la liaison entre le groupe opérationnel et les autres départements ministériels. Donc, pour avoir une meilleure efficacité de l'ensemble des décisions qui émanaient du groupe opérationnel et qui concernaient d'autres secteurs, donc qui intervenaient parfois peut-être indirectement par rapport à la réponse. Donc, au niveau du gouvernement, il y a pas mal de contre-mesures médicales qui ont été prises. Donc, il y a un décret qui instaurait le couvre-feu, la fermeture des frontières. Il y avait un arrêté portant port obligatoire de masques et interdiction des grands rassemblements. Au niveau du CNGE, donc le CNGE qui est une entité du ministère de la Santé, donc chargé de la gestion des épidémies, donc qui était, disons, le cadre un peu stratégique, donc pour orienter le niveau opérationnel, donc sur les différentes stratégies qu'il fallait mettre en place. On avait au niveau opérationnel l'AMS, le système de gestion des incidents qui était logé au niveau du CES, le Centre des opérations d'urgence sanitaire, où vraiment aussi il y avait quelque chose de multisectoriel qui était là. On avait l'élevage, on avait l'environnement, on avait la police, toutes les forces de défense et de sécurité qui étaient dans le groupe opérationnel et qui se réunissaient quotidiennement donc, pour voir par rapport à l'état d'avancement de la riposte au niveau du pays. Donc, cet exemple aussi d'AMS était dupliqué au niveau régional, avec une meilleure appropriation donc, des plans et procédures qui ont été adaptés en fonction des contextes au niveau régional et local. Slide. Voilà, donc toujours dans le mécanisme, donc le Sénégal a fait vraiment beaucoup d'efforts dans cette riposte à la COVID-19 avec la mobilisation d'un fonds assez important de riposte et de solidarité à hauteur de 1 000 milliards, donc qui a été débloqué par le président de la République.
avec la contribution des partenaires techniques et financiers donc, qui ont eu à appuyer le Sénégal dans cette mobilisation de ressources. Donc, il y avait aussi dans ces 1000 milliards une enveloppe de 109 milliards consacrée à l'achat des vivres et de l'aide alimentaire d'urgence parce qu'on était en période de confinement, il y avait plus de mouvements internationaux, donc l'aspect commercial était un peu bouleversé, donc il était important de pouvoir appuyer les différents ménages donc pour une meilleure résilience. L'élaboration d'un plan de contingence multisectoriel COVID, où l'ensemble des sectoriels sont regroupés et développer un plan de contingence. Ce plan a été même à un moment mis à jour pour prendre en compte beaucoup plus largement les autres sectoriels donc, qui étaient impactés par rapport à cette épidémie. L'activation du centre d'opération d'urgence sanitaire, donc, qui était, disons, l'entité au cœur de la riposte, qui coordonnait toutes les activités opérationnelles à un moment, donc, sur la riposte au Sénégal. Donc, il y avait des plans d'action incidents qui étaient développés. Bon, ça, c'est dans, disons, la gestion normale d'une épidémie avec les PAI, les CITREP hebdomadaires, etc., les procédures opérationnelles normalisées, donc, qui vont permettre de mieux peaufiner les stratégies et une mobilisation de ressources humaines qualifiées. On avait un staff permanent au niveau du CES, mais aussi il y a une équipe nationale, donc voilà, que le Sénégal avait, sur lequel on pouvait se baser pour gérer cette réponse. Et la mise en place d'un EGI, un AMS, donc avec un premier cas confirmé qu'on avait eu le 2 mars 2020 et l'activation du CES s'est fait le 3 mars. Il faut rappeler aussi que le Sénégal, un mois avant son premier cas, avait tenu un CNGE, donc une réunion du CNGE où vraiment on débattait de cette possibilité donc d'une pandémie avec l'épidémie qui sévissait déjà en Chine, etc. Donc le Sénégal était bien préparé par rapport à cela. Diapositive. Voilà, là, c'est vraiment l'organigramme du système de gestion des incidents où vous voyez tous les départements, donc clés, les sections clés qui participent donc à cette réponse. Diapositive. Diapositive. Voilà. Donc, vraiment, une approche multisectorielle a été mise en place au niveau du CES. Donc, déjà, pour rappeler, je l'ai dit tantôt, que le Haut Conseil, à travers son secrétariat permanent, gérait donc, la liaison donc, entre le groupe opérationnel et ce qui doit être fait entre les autres sectoriels. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites par le département ministériel, donc du MSAS, à travers sa direction de la prévention, la planification, la prise en charge, etc. Donc, les autres ministères ont contribué, l'environnement a contribué, l'élevage a contribué, surtout par rapport au personnel, parce qu'ils ont des équipes formées en épidémiologie, des équipes formées en gestion de l'incident qui ont venu appuyer le secteur de la santé. En plus, voilà, tout le monde avait compris qu'on devait avoir une réponse multisectorielle donc pour mieux gérer cette épidémie de COVID. Diapositive. Voilà, donc là, on a... Voilà, on a quelques mécanismes d'intervention, la COVID aussi qui étaient faits, surtout au niveau sectoriel. Donc, le ministère de l'élevage, la subvention des aliments de bétail, parce qu'on était en période de confinement. Il y avait aussi plus de trafic international pour l'exportation donc, des produits destinés au bétail. Donc, le ministère a fait pas mal d'efforts pour appuyer les éleveurs dans ce cadre. Le ministère de l'Intérieur, avec l'application des mesures de restriction, tout ce qui est contre mesures médicales, c'est le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui le mettaient en œuvre pour pouvoir avoir un impact important. Le ministère chargé du développement communautaire, donc, qui a aussi joué un rôle très important avec l'appui à la résilience des différents ménages en collaboration avec le ministère de la Famille, de la Femme et de la Protection des enfants, avec la distribution de kits denrées alimentaires au niveau des familles, voilà, et beaucoup d'autres choses qui ont été très, très, très importantes. Le ministère du Transport, avec les mesures de distanciation au niveau des transports publics, l'accompagnement des transporteurs, voilà, puisque, disons,
le trafic interurbain a été interdit à un moment, donc il fallait vraiment les appuyer pour, voilà, pour limiter l'impact. Le ministère du Tourisme aussi avec le secteur touristique qui a été beaucoup impacté avec aussi l'arrêt du trafic international. Diapositive. Alors, des interventions spécifiques de la plateforme nationale One Health, donc, qui a joué un rôle prépondérant et très fondamental dans cette époque avec la contribution donc, à la synergie et la complémentarité entre les différents secteurs. Donc, dans son rôle de liaison, donc, il a fait de telle sorte que vraiment l'ensemble des secteurs puissent être impliqués dans la réponse. Donc, je pense aussi que c'était un bel exemple qu'on peut vraiment capitaliser pour voilà, prendre les leçons acquises. Le suivi quotidien des actions requises et des recommandations opérationnelles, c'est la liaison qu'il faisait. Voilà, l'ensemble des recommandations étaient transformées en activités sur lesquelles la liaison s'appuyait pour vraiment pouvoir faire ce link entre les différents secteurs. Et la plateforme One Health du Sénégal aussi a eu à participer à l'élaboration de tous les documents stratégiques de lutte, passant par le plan de préparation des réponses, les plans de contingence, a activement participé à la revue intra-action donc, de cette épidémie et a aussi piloté ou coordonné l'élaboration du document national de stratégie d'engagement communautaire. Donc, avec la co-construction, il était important donc, de mettre la communauté devant par rapport à cette réponse. Voilà, la participation aux missions voilà, au niveau déconcentré. Pour rappeler aussi que le Haut Conseil a coordonné l'élaboration des procédures opérationnelles normalisées, donc de la COVID, au niveau de l'école, au niveau des prisons, pour la préparation à la Tabaski, le pèlerinage à la Mecque. Il y avait des protocoles de sécurité sanitaire qui ont été développés et coordonnés par le Haut Conseil en collaboration aussi avec l'ensemble des ministères sectoriels concernés. Donc, mais aussi la participation du Haut Conseil aux réunions du CNGE, le Comité national de gestion des épidémies, qui se réunissait de manière hebdomadaire. Slide. Voilà, donc des impacts des interventions. Donc vraiment au Sénégal, on se félicite de cette approche multisectorielle et qui a donné des résultats très probants en termes d'impact avec la réduction considérable des cas graves grâce à une bonne prise en charge. Donc la vaccination aussi qui à un moment a été portée par les gouverneurs de région pour avoir un meilleur impact donc, de ça. Donc, avec aussi des interventions sectorielles sur la communication, sur l'appui à la résilience, mais aussi dans les mesures administratives, quarantaine, isolement, qui ont été aussi actées de manière réglementaire par les autorités administratives. Donc, à ce jour du 28 mars, donc, vous voyez la courbe épidémique du Sénégal. Donc, voilà, avec le cumul de cas, le nombre de cas guéris, etc. La vaccination, nous sommes à 2 129 000 personnes qui ont reçu au moins une dose donc sur la population cible, soit 23,3% par rapport à la population cible. Donc, des stratégies aussi ont été mises en place, des stratégies vaccinales. Donc, sous l'initiative de l'USAID, avec ces projets Breakthrough Action, MTAPS, etc., donc, qui ont appuyé le pays donc, dans la mise en œuvre des stratégies vaccinales. Diapositive. Voilà. Donc, pour les points forts du dispositif, on a la volonté politique de l'État du Sénégal avec un haut leadership. Donc, pour rappel que le président de la République donc, a tenu un conseil présidentiel. Donc, au décours de ce conseil, il a dû, disons, il a dû mettre en place un fonds force Covid à hauteur de 1 000 milliards, donc, sur lequel vraiment le pays s'est appuyé pour pouvoir gérer l'ensemble des problèmes donc, qui sévissaient durant cette épidémie de Covid. Avec aussi une loi donc, sur l'état d'urgence qui a été instaurée pour permettre une meilleure fluidité donc, de l'ensemble des actions qui ont été requises.
On a aussi l'existence d'un COUS avec un personnel permanent bien formé en gestion des urgences sanitaires, formé en épidémiologie de terrain, et un personnel d'appui aussi, avec les mêmes capacités, donc qui peuvent à tout moment être mobilisés pour appuyer le centre des opérations d'urgence sanitaire. Une bonne coordination aussi était en place avec l'installation des systèmes de gestion des incidents au niveau central, régional, mais aussi local, donc avec la coordination effective des gouverneurs de région. On avait pas mal de SOPs qui ont été développés au niveau du pays durant Ebola, qu'on a eu à adapter pour COVID, et de nouvelles procédures aussi ont été développées donc, pour constituer le manuel de procédure que le Sénégal a par rapport à COVID, mais aussi la formation des prestataires sur le système de gestion des incidents. Slide. Donc, toujours dans les points forts, on a l'existence d'une logistique d'urgence au niveau du CEUS, donc, qui a vraiment un magasin assez fourni donc, par rapport aux EPI et aux intrants dont les gens ont besoin pour une meilleure riposte. Donc, le stock d'urgence du pays qui est géré par le CEUS, donc avec l'appui aussi parfois du ministère des Forces armées, donc qui appuie le CEUS dans ce volet logistique. Donc, on a eu aussi à effectuer, disons, des exercices de simulation qui ont permis au pays de pouvoir se préparer, mais aussi les sciences sociales ont été bien prises en compte dans cette réponse au niveau du pays. Même l'aspect psychologique d'urgence a été instauré parce qu'au CEUS, on a quand même un psychiatre spécialisé aux épidémies, donc qui est ici et qui appuie beaucoup par rapport à ce volet. Mais aussi la mise en œuvre de l'approche One Health et un engagement communautaire qui a été fort, matérialisé par, disons, beaucoup de choses qui ont été entreprises par les communautés pour appuyer le secteur de la santé de manière globale, pour pouvoir venir à bout de cette épidémie. Diapositive. Toujours dans les points forts, on a eu pas mal de formations sur les algorithmes de prise en charge. La PECADOM, à un moment, on était obligé de faire une prise en charge à domicile parce que les hôpitaux étaient assez débordés, donc les cas, disons, simples ont été pris en charge chez eux avec un bon suivi. Et aussi, la télémédecine a été utilisée à un moment pour faire le suivi de ces cas à domicile. Donc, l'adaptation des stratégies en fonction des cas, ça aussi, c'est du learning by doing. À un moment, il fallait vraiment adapter donc tout ce qui a été mis en place pour être beaucoup plus efficient, mais aussi l'extension des capacités de prise en charge. Donc, à un moment, l'armée est venue en appui avec un hôpital mobile qui a été mis en place à Touba, mais aussi à Thiès, dans ces deux. Mais aussi, il y avait l'hangar des pèlerins qui a été transformé en site de prise en charge, surtout pour les cas qui nécessitaient d'avoir de l'oxygène. Voilà. Oui, c'est positif. Voilà. Donc, pour terminer sur les points forts, donc, on a la décentralisation des tests diagnostiques, donc, qui a été aussi très important, donc, qui nous permettait d'avoir des détections précoces. Donc, en 24-48 heures, on pouvait avoir des résultats de labo, donc, par rapport aux tests PCR COVID. Mais à un moment aussi, il y avait une disponibilité donc des kits de diagnostic rapide, donc, qui ont permis au personnel de santé aussi d'aller très rapidement dans le diagnostic pour pouvoir gérer tout ça. La décentralisation aussi de la prise en charge avec la prise en compte d'une équité territoriale. Donc, dans chaque région, on avait un CTE qui était aussi capable de prendre en charge des cas graves. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très pertinent, surtout dans l'équité au niveau territorial. Diapositive. Voilà, donc là, c'est vraiment les défis. Donc, avec l'hésitation vaccinale qui a abouti à une faible couverture vaccinale, donc 23%, favorisée par la baisse des cas, donc avec des plans de relance qui sont en cours, donc de mise en œuvre avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Donc, la surveillance des points d'entrée, donc qui est, disons, un défi majeur, surtout dans la détection précoce de ces épidémies. Donc, on sait tous que
La majeure partie des épidémies qu'on a nous viennent de nos frontières, donc que ce soit frontières aériennes ou terrestres. Donc, il est important aussi de renforcer ce volet au niveau des postes frontaliers. La continuité des services et des programmes. Donc, on s'est rendu compte en moment que tous les services de santé étaient débordés. Donc, voilà, il n'y avait plus de continuité des services comme on le souhaitait. Donc, il est important aussi d'avoir des plans qui vont permettre au pays de pouvoir assurer la continuité des services quand il y a des urgences, donc de grandes envergures comme COVID-19. La disponibilité de fonds d'urgence rapidement mobilisables, je pense que ça, c'est un problème pour tous. Bien vrai que les pays ont fait beaucoup d'efforts durant COVID, et il est important aussi de pouvoir, disons, redynamiser ces mécanismes de mobilisation des fonds d'urgence pour pouvoir rapidement décaisser, appuyer les réponses. Le renforcement des ressources de la plateforme nationale One Health, en termes de ressources humaines, de ressources logistiques, etc. Je pense que ça aussi, c'est un défi majeur sur lequel le pays est en train de travailler pour renforcer cette plateforme en ressources humaines et ressources matérielles. Déjà que le pays fait beaucoup de choses, donc voilà, il est important de pouvoir appuyer là-dessus. La décentralisation effective aussi des plateformes One Health. Donc déjà, nous avons commencé pour toutes les régions à prendre l'exemple actuellement d'une épidémie ou épizootie de grippe aviaire qui sévit à Saint-Louis. La coordination de la réponse est gérée par le gouverneur avec son comité One Health, donc, où il a à son tour l'ensemble des secteurs donc, qui sont importants dans cette réponse, donc en train de bien gérer son épidémie au niveau déconcentré pour dire que cette décentralisation est effective au Sénégal, mais peut-être la mise en œuvre dans certaines localités, voilà, nécessite des appuis supplémentaires. Diapositive. Voilà. Donc, pour les perspectives, c'est améliorer la mise en œuvre de l'approche à travers la formation, le renforcement de capacité, un pilier de base. Avant, on parlait de coordination, communication et collaboration. Maintenant, le renforcement de capacité est venu pour être un pilier de base donc, de l'approche Health. Donc, c'est important. Donc, renforcer les capacités aussi des sectoriels pour la détection donc, des germes émergents avec le renforcement des laboratoires et systèmes de surveillance, le renforcement des capacités d'intervention multisectorielle à travers aussi toujours la formation. Il est important de toujours former les gens, renforcer nos capacités sur ces bases donc, de gestion des épidémies. Mettre en place des fonds d'urgence sanitaire rapidement mobilisables donc, pour l'ensemble des sectoriels, et aussi renforcer les mesures barrières et sécuriser les grands rassemblements donc, qui sont assez fréquents dans nos contextes culturels. Mais aussi la mise en œuvre effective de l'approche One Health, donc à tous les niveaux, à tous les stades. Dans les perspectives aussi, il y a l'appui à la disponibilité des médicaments pour la prise en charge des cas graves. Donc récemment, il y a des molécules qui ont été validées par l'OMS, donc qui vont aider les pays pour la prise en charge de ces cas de COVID-19. Et aussi le Sénégal, actuellement, est en phase de production des vaccins anti-COVID avec l'Institut Pasteur qui a mis en place une entité donc, sur laquelle vraiment l'Afrique de l'Ouest particulièrement pourrait se baser pour avoir une fabrication assez productive de vaccins qui pourront bien appuyer la réponse des épidémies au niveau de la région africaine. Diapositive. Voilà. Donc, c'est bon. En conclusion, c'est vraiment pour dire que le Sénégal a bénéficié dans l'élaboration de sa stratégie de coordination d'une longue tradition de gestion multisectorielle des crises sanitaires. Donc, on a eu l'épisode de Ebola, de grippe aviaire et fièvre de la vallée du Rift. Donc, pour dire qu'actuellement, on est en train d'institutionnaliser l'approche One Health. Mais c'est une pratique qui a été là, mais il y a une nécessité vraiment de l'institutionnaliser pour avoir donc des coordinations beaucoup plus fluides entre les différents secteurs. La collaboration multisectorielle a été la clé de la réussite de la riposte au COVID-19 au Sénégal, donc dans la préparation, mais aussi dans la réponse. Il y avait aussi un fort engagement des autorités avec la mise en place des ressources donc, qui ont été nécessaires pour gérer cette riposte.
mais aussi il y a la nécessité de mettre en place un fonds d'urgence, donc rapidement mobilisable pour éviter les lentes administratives voilà, observées durant cette réponse. Et il faudra aussi renforcer la mise en œuvre de l'approche One Health au Sénégal. Et cette approche est gage d'une sécurité sanitaire qui est durable. Slide. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà, donc nous terminons avec cette jolie photo où on a le secrétaire permanent, donc chargé de la coordination du programme de sécurité sanitaire au Sénégal, le représentant de la FAO, le ministre de l'élevage, notre représentant de la FAO et la directrice de santé qui est actuelle ministre de la Santé du pays et le directeur de l'ESMV. Donc, c'était lors de l'ouverture d'une cohorte de formation en FITP pour dire que cette approche multisectorielle est une réalité au Sénégal. Et même dans la formation, on promeut cette approche multisectorielle qui va permettre à l'ensemble des secteurs de pouvoir travailler de manière complémentaire et assez efficiente. Donc, nous vous remercions vraiment de votre attention et voilà, restons à votre disposition pour les questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur. C'était vraiment une brillante présentation. Juste deux rappels. S'il vous plaît, on a deux fichiers dans la boîte de dialogue, la liste de présence, et puis on va soumettre aussi un sondage pour nous permettre d'améliorer un peu la qualité de ces sessions. Avant de continuer, Dr Adja est là. La plateforme de santé du Sénégal, vraiment, c'est vraiment à mon expérience, c'est une plateforme exemplaire. Donc, il y a une personne qui est à la tête de cette plateforme-là, dont le leadership a fait vraiment la différence dans les capacités de cette plateforme. J'aimerais bien donner 1 ou 2 minutes à Dr Adja si elle veut s'adresser à l'audience. Oui, Dr Adja, je pense qu'elle a quitté la réunion. Apparemment, c'est le patron qui l'a appelé. Donc, elle est partie d'urgence. Hein. Donc, peut-être à nous rejoindre courant avant la fin de la réunion. OK. Et avant de passer la parole à nos collègues de la Guinée, je vous prie de mettre vos questions dans la boîte. On a quelqu'un qui est en train de recenser toutes les questions, comme cela on va les poser, on va le discuter après. Sur ce, je vais passer la parole à nos collègues de la Guinée pour leur présentation. Comme j'ai dit à nos collègues du Sénégal, vous avez 20 minutes pour la présentation. Merci. Docteur Fassou, à vous. OK, merci beaucoup pour la parole et merci pour les efforts fournis par nos collègues du Sénégal. Et je me fais le devoir de vous présenter un exemple de réussite de la mise en œuvre de la plateforme Une seule santé en Guinée et dans le cadre d'intervention des épidémies multiples que nous enregistrons dans le pays de jour en jour. Et là, la plateforme a joué beaucoup de rôles, surtout dans les épidémies de 2020 jusqu'à maintenant. Et que ce soit fièvre Ebola ou fièvre de Marburg, fièvre Lassa et le charbon bactérien communément appelé l'anthrace et tant d'autres, et avec la nouvelle apparition de la grippe aviaire en Guinée. Dia. Voilà, notre présentation s'articulera sur différents points, à savoir le contexte, les objectifs, la méthodologie utilisée et les recommandations viendront clore notre présentation. Dia. OK. Je vous avoue que la riposte de la grippe aviaire n'était pas facile et lorsque les premiers cas ont été enregistrés du 18 avril, et nous avons
nous avons été alertés par certains de nos agents communautaires et par rapport aux 6000 pondeuses dont ils avaient enregistré 1185 cas de mortalité. Et là, la direction a appelé une réunion d'urgence le même jour. Le lendemain, une équipe s'est rendue sur le terrain pour aller vérifier les informations et procéder aux échantillonnages. Et les échantillons qui sont venus au laboratoire ont été confirmés par le laboratoire central vétérinaire du diagnostic en Guinée. Et là, ils ont confirmé qu'il y a la grippe. Mais il fallait envoyer les échantillons à l'extérieur pour déterminer que si c'est l'influenza hautement pathogène ou si c'est d'autres sources. Et c'est ce qui fut fait. Et nous sommes restés dans ça. Il y a d'autres fermiers aussi qui ont commencé à appeler, qui ont enregistré des fortes mortalités. Et dans ce sens-là que nous avons demandé OK. C'est dans ce sens que la plateforme Une Seule Santé s'est réunie pour tenir la première réunion d'urgence. Et je vous avoue que là, nous avons préparé l'investigation ensemble. Nous avons mené une investigation conjointe. Et ce qui concernait les volailles, le service vétérinaire s'occupait des volailles et les personnes de ces fermes et les volaillers et les propriétaires de fermes, la santé s'occupait de ça et puis et la recherche active dans les formations sanitaires. Oui, il y a eu aussi la participation active, je dis bien active, de plusieurs partenaires, à savoir Bloodfaction pour la communication, la FAO pour la surveillance et l'AIDS pour l'appui des agents vétérinaires dans le cadre de prélèvement et CDC pour le renforcement de la capacité. Parce qu'il fallait au moins, les agents qui étaient sur le terrain, il fallait renforcer leur capacité avant de descendre, dans les fermes. Dia. Et cette plateforme a été créée en 2017 par un arrêté conjoint portant sur sa création, son organisation et son fonctionnement sur le plan national. Et aussi, ça a connu la mise en place des structures de coordination pour une gestion efficace et intégrée des événements de santé publique dans le cadre Une Seule Santé. Et aussi, comme la pyramide sanitaire se situe du niveau national, niveau région, niveau préfecture et niveau sous-préfecture, donc il y a eu la mise en place des plateformes du niveau régional, niveau préfectoral et niveau sous-préfectoral. Et aussi, il y a eu la mise en place des comités, des groupes techniques de travail, que ce soit dans le cadre de la surveillance et aussi dans le cadre de la communication. Et je vous avoue que depuis sa création jusqu'à date, il y a eu beaucoup de documents qui ont été élaborés, tels que la stratégie nationale de la plateforme Une Seule Santé, les protocoles de surveillance des maladies à potentiel épidémique et zoonotique, et aussi le manuel de gouvernance de la plateforme Une Seule Santé. Donc, tout ça, nous avons participé en tant que membres actifs de la plateforme Une Seule Santé. Et par rapport maintenant à la gestion de la grippe aviaire, cette maladie a touché 111 fermes et 412 928 poulets ont été infectés, dont la maladie a tué 172 370 et les services vétérinaires ont procédé à l'abattage de 240 558. Et la destruction des œufs, c'était au nombre de 141 160. Et durant la période de riposte,
les services vétérinaires ont pu nettoyer les 111 fermes et les désinfecter. Et cette maladie a touché 2 préfectures du pays. Et 4 sous-préfectures de ces deux préfectures ont connu les différents foyers. Et l'objectif de la riposte, les objectifs de la riposte, c'était de couper la chaîne de contamination de la grippe aviaire dans le pays, sensibiliser les populations autour de cette maladie et protéger les fermes non affectées ou non touchées, que ce soit dans le foyer ou autour du foyer et même sur les différents points et qui ont été facilités par le partenaire Bloc to Faction sur le terrain en organisant des sensibilisations, des réunions communautaires, des assises communautaires, Et pour la mise en œuvre de la riposte contre cette maladie, il y a eu beaucoup de groupes qui ont été créés, à savoir la cellule de veille, et qui gérait les informations du niveau terrain au niveau national et qui se réunissaient chaque jour pour faire la situation des événements ou la situation de la grippe aviaire dans le pays. Et lui rendait compte à la cellule de crise qui se réunissait chaque vendredi. Et à l'issue de ça, il y a eu des réunions d'urgence convoquées par la plateforme Une Seule Santé et qui a abouti à la mise en œuvre du Comité national de lutte contre la grippe aviaire dans le pays et qui se réunissait chaque mercredi. Et chaque fin de mois, la plateforme Une Seule Santé appelait la réunion pour savoir le niveau d'avancement dans la riposte contre la grippe aviaire dans le pays. Et par rapport à la surveillance épidémiologique, je vous avoue que CDC nous a beaucoup appuyé dans ce sens parce que là, ils ont formé les agents dans le cadre de One Health, c'est-à-dire la formation en épidémiologie de terrain. Et ce sont ces agents-là qui étaient même les premiers ou les coordinateurs des activités de terrain. Et par rapport à l'investigation, ils étaient toujours à ce côté. Et pour ce qui concernait la santé animale, nous étions sur le terrain avec nos collègues de l'environnement parce que pour la destruction ou l'incinération ou l'enfouissement, il fallait demander leurs expertises pour ne pas utiliser des sols qui ne sont pas utilisables. Et côté santé humaine, tous ceux qui étaient dans l'équipe d'intervention, avant qu'ils ne rejoignent leur famille, il fallait passer par le prélèvement, les analyses, pour se rassurer de leurs états de santé avant de les libérer pour rejoindre leur famille. Parce que c'était des équipes qui venaient faire 1 semaine, 1 à 2 semaines pour se retourner. Et cette investigation s'est passée dans le cadre de multisectoriel que je viens d'expliquer. Et elle a été révélatrice de l'implémentation de la plateforme Une Seule Santé dans notre pays. Les résultats obtenus confirment la progression de l'épidémie sur le terrain. Et il s'agissait bel et bien d'un foyer à cheval sur 2 préfectures et 4 sous-préfectures. La date de démarrage ou la date, à travers l'investigation, la date du premier cas s'est révélée au 11 avril à Mourbaya, qui est une sous-préfecture de Fourcaria. Et le virus s'est propagé parce qu'à travers les études que nous avons menées, nous avons constaté que le virus suivait le trajet routier. Donc, on s'est dit que probablement, toutes les fermes qui étaient au bord de ces trajets des routes, et il y avait des échanges entre des matériels. Donc, nous avons
posé beaucoup d'hypothèses, soit disant que soit la contamination est liée à ces différents matériels utilisés dans les différentes fermes. Slash. Par rapport à la riposte, et donc il y a eu beaucoup de mesures que nous avons eu à mettre en place, à savoir l'abattage sanitaire, l'incinération, l'enfouissement dans les fermes infectées. Et aussi, il y a eu l'élaboration d'une feuille de route pour la riposte. Parce que je suis en train de faire mes planifications de ferme. Si je serais concerné par ce un calendrier de proposition du don pour les districts, Maram et moi, on peut voir comment nous partager et puis vous appuyer quoi. Comme ça, le Mali, mettez les micros sur mute. Wow. Voilà, merci. S'il vous plaît. OK, et je vais continuer. Donc, je disais que pour la riposte, ça a connu des mesures polysanitaires, à savoir l'abattage sanitaire, l'incinération, l'enfouissement dans les fermes infectées. Et nous avons aussi élaboré une feuille de route pour la riposte qui a été suivie durant tout le long de la riposte jusqu'à la fin. Et il y a eu l'élaboration des rapports journaliers. Chaque jour, il fallait faire la situation, le point et puis partager à travers le flash journalier. Et aussi, on faisait des sites rep par semaine. Et il y a eu la notification de la maladie à l'Organisation mondiale de la santé animale. Et aussi, il y a eu la sensibilisation et la formation des acteurs de la chaîne de valeur. Et pour empêcher la propagation ou la diffusion de la maladie dans toute l'étendue du territoire, nous avons installé des points de contrôle à la sortie. Et il y a eu 7 points de contrôle qui ont été mis en place durant la période de la riposte. Slash. Et aussi, au début, j'ai parlé de l'appui technique et financier des partenaires. Et ça se matérialise par la réception des lots d'équipements de laboratoire et qui a été facilité par la FAO, et aussi la mise à disposition des équipes de terrain de 3 pulvérisateurs modernes, je dis bien modernes, et par la FAO. Et il y a eu aussi un don d'équipements de protection par la santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Tout ça là prouve à suffisance que vraiment la plateforme Une Seule Santé évolue en merveille en Guinée. Et slash. Par rapport maintenant à la sensibilisation, là, c'est ici où Blood to Action est rentré en jeu et donc il nous a beaucoup appuyé, et que ce soit à travers des médias, des campagnes médiatiques vers les acteurs de la filière avicole, en se basant sur la production et la diffusion des supports publicitaires, des supports vidéo, audio en langue française et locale, la réalisation des émissions interactives dans la communauté. Et aussi, ils ont élaboré des dialogues où ils ont eu à mettre en place des dialogues communautaires avec les acteurs de la filière avicole. Et sur ça, nous avons au moins, ils avaient organisé des sessions de dialogue portant de messages clés de prévention et les débats participatifs sur la connaissance et la prévention de la grippe aviaire pour dissiper les rumeurs. Et ça nous a beaucoup appuyé parce que c'est ceux mêmes qui déclenchaient certaines activités sur le terrain, parce que certains agents pouvaient nous appeler à travers notre numéro vert, le 115, pour dire que à tel côté, nous avons enregistré des cas de mortalité et même dans la forêt,
Et je pense bien que même la semaine surpassée, nous avons enregistré aussi des appels concernant la mort des volailles au long d'un cours d'eau et qui nous a permis d'envoyer les agents pour aller vérifier l'investigation, mais les échantillons envoyés se sont révélés négatifs à la grippe aviaire. Flash. Et ça, la riposte a abouti à des résultats suivants, c'est-à-dire le contrôle rapide de la grippe aviaire. Et ça fait presque 7 mois, nous n'avons pas enregistré de cas confirmés. Nous avons fait des missions conjointes sur le terrain et des missions de recherche active dans le foyer, autour du foyer et dans les sites Ramsar que compose le pays. Et toutes ces analyses, nous avons prélevé plus de 500 et quelques échantillons, mais aucun de ces échantillons ne s'est révélé positif. Donc, pour ce moment, on peut dire que nous avons la maîtrise de la situation. Et nous avons aussi géolocalisé et recensé toutes les fermes avicoles qui sont dans ces préfectures touchées ou non touchées. Et nous avons aussi désinfecté des fermes qui étaient touchées. Et nous avons installé des points de contrôle. Et c'est tout dernièrement que nous avons commencé à réduire le nombre de points de contrôle. Comme nous disons que nous avons maîtrisé la situation, donc on a réduit le nombre de points de contrôle. Mais sur les grands axes, les points de contrôle sont toujours visibles sur le terrain. Et il y a eu la mise en place aussi des surveillances dans les marchés à volailles, que ce soit ça dans le Grand Conakry ou dans les préfectures touchées. Et il y a eu aussi l'activation de la plateforme, c'est-à-dire la mise en collaboration entre la plateforme et la CONASEC. CONASEC, c'est la Confédération nationale des éleveurs en Guinée, pour la sensibilisation des éleveurs dans les autres zones et qui n'ont pas connu cette maladie. Et ça, quand même, ça évolue parce que même aujourd'hui, nous avons reçu un appel venant d'une préfecture très loin du foyer et par rapport à quelques cas qu'ils ont enregistrés et la mort de certains volailles. Et déjà, l'équipe est en route pour se rendre vers Koubia dans un petit village où ils vont procéder au prélèvement et à l'envoi des échantillons au laboratoire. Et d'ici 3 jours, les résultats seront disponibles. Et ça, pour l'investigation là, nous sommes avec ceux de la santé, c'est eux-mêmes qui ont carburé le véhicule lorsqu'on les a appelés et ils ont mis en place tout ce qu'il faut pour au moins faire la lumière des choses. Slash. Donc, par rapport maintenant aux résultats de la campagne de sensibilisation qui a été organisée par notre partenaire Bletfaction, et se situe à ces différents points. Il y a eu la production et la diffusion des spots audio dans cette langue sur 4 radios, 4 radios nationales et locales. Et il y a eu aussi la production et la diffusion des spots vidéo dans 4 langues sur les 3 chaînes de télévision. Et la production et la diffusion des dédupliants et la réalisation de 8 émissions interactives communautaires en langue locale. Et le nombre de personnes touchées par la campagne de sensibilisation est estimé à 2 047 131 personnes. Slash. Voilà, ça c'est la zone de la préfecture touchée. Et slash. Voilà, c'était l'épicentre de l'épidémie. Et à Forocaria, voici quelques fermes qui ont été touchées dans ces préfectures. Et ça, c'était les équipes d'intervention. Slash.
Voilà, ça c'était l'intérieur des fermes qui étaient meublées. Et ça, c'est les images de la sensibilisation sur le terrain. Oui, slash. C'était l'équipe de la sensibilisation avec les leaders communautaires, les leaders religieux, les agents communautaires, que ce soit côté santé humaine ou santé animale, et même les conservateurs, ils étaient tous concernés pour la sensibilisation de la communauté. Slash. Voilà, ça, ce sont les exemples de la sensibilisation communautaire dans les différentes localités. Donc, il y a eu 10 sessions de dialogue dans 2 districts qui ont été touchés, qui ont touché 300 personnes. Et ce dialogue porte des messages clés de prévention et qui donne une opportunité pour des débats participatifs sur la connaissance et la prévention de la grippe aviaire pour dissiper les rumeurs dans la communauté. Oui, slash. Voilà. Et toute riposte a toujours eu des défis. Et certains de nos défis ont été répertoriés ici, à savoir, au début, il y avait la réticence de certains éleveurs à collaborer dans le cadre de la riposte. Mais je vous donne un exemple. Il y a un éleveur, on est parti le voir, malgré il y avait eu quelques mortalités qui avaient catégoriquement refusé de coopérer. Et lorsque la maladie est venue, là, il avait plus de 12 000 têtes dans sa ferme. Et comme on était avec les éleveurs qui acceptaient de collaborer, avant qu'on ne revienne dans 3 jours, il n'avait même pas 1000 têtes dans sa ferme. Donc, c'est l'odeur qui était en train de fatiguer maintenant les champs. Et il y a eu aussi l'insuffisance des kits de tests rapides qui a été corrigée à la longue par la FAO. Et il y a eu aussi l'insuffisance du nombre d'agents des forces de sécurité parce que là, les éleveurs qui ne coopéraient pas et quand on partait, il y avait eu toujours des réticences. Donc, on était en insuffisance par rapport aux personnes ou aux agents de la sécurité. Il y a eu 2 fois les retards dans la notification des cas par les éleveurs par crainte de perdre leur clientèle sur le marché. Et il y a eu des discordances, des informations. Oui, slash. Donc, nous avons eu cette maladie nous a appris beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de recommandations. Et entre autres, le renforcement de la surveillance interne au niveau des fermes avicoles sous la supervision des services vétérinaires permet d'éviter et de circonscrire rapidement les épidémies. Parce que la majeure partie des fermes, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de vétérinaire conseiller. Et chaque fois qu'il y avait des cas, ils ne se référaient pas aux services vétérinaires qui sont dans ces différentes localités. Et aujourd'hui, pour que l'État puisse assister un éleveur de cette localité, parce que l'État a créé un fonds pour eux, pour qu'ils puissent avoir accès, il faut qu'ils nous montrent d'abord les agents qui doivent travailler avec eux, c'est-à-dire son vétérinaire conseiller et le géotechnicien qui doit faire le suivi. Il y a eu aussi l'utilisation de l'approche une seule santé avec une forte implication des autres secteurs pour mieux coordonner les activités en prenant en compte tous les aspects de la riposte. Et la collaboration avec les gestionnaires ou les propriétaires des fermes avicoles a permis le contrôle rapide de cette maladie. Et la compensation financière
de l'État suite à l'abattage massif de la volaille a motivé les gestionnaires de ces fermes avicoles à mieux collaborer avec les services vétérinaires. Franchement, aujourd'hui, il y a une très bonne collaboration entre ces éleveurs et les deux directions, c'est-à-dire la direction de la production animale et la direction des services vétérinaires. Et ce sont quelques messages que j'avais à livrer et le secrétaire permanent, l'infatigable secrétaire permanent est en ligne, il est avec nous, du nom de Dr Pépé, et qui tape à toutes les portes pour la mise en œuvre des activités et la réaction active sur le terrain pour la riposte des épidémies que le pays enregistre souvent par rapport aux maladies zoonotiques. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Kourouma. Ça, c'est une très bonne présentation, bien détaillée, beaucoup de travail. Félicitations à toute l'équipe. Et surtout, félicitations à la plateforme. Tu as mentionné Dr Pépé, que je connais personnellement, qui est même une école pour moi. Hein. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, Dr Pépé, je vais te passer peut-être 2 minutes si tu as des réactions. Voilà. Allô, monsieur Dafé, comment ça va? Docteur, comment ça va? Oui, je vais très bien. Ok, tu as 2 mots à dire? Oui, juste 2 mots, mais c'est vraiment pour les 2 présentations auxquelles nous avons eu droit tout à l'heure. J'ai hautement apprécié la structure institutionnelle et même opérationnelle au niveau du Sénégal. J'allais dire, même aussi au niveau de la Guinée. La première question que moi je voulais savoir par rapport au Sénégal, avec là où ça veut dire que le niveau de fixation de la plateforme One Health, quelles sont les facilités et les difficultés qu'ils ont dû rencontrer? Parce que vraiment, moi, Docteur Pépé, on vous a perdu j'ai là. hautement apprécié ça et cela. Le deuxième, allô? Docteur Pépé? Docteur Pépé? Je disais, allô, vous me recevez? Oui, vous me recevez. Allô? Docteur Dafé, je vous reçois. Allô? Est-ce que vous me recevez? Allez-y, Docteur Pépé. Ok, donc je vais être le plus bref possible. Ça veut dire que j'ai dit que j'ai hautement apprécié la structure institutionnelle de la plateforme One Health au niveau du Sénégal. Et je voulais savoir quelles sont les facilités qu'ils ont eues, ça veut dire les difficultés et les facilités qu'ils ont eues, le fait de mettre au niveau recherche en matière de où il faut faire cette fixation-là. Et ça, je voulais vraiment savoir ça pour voir comment nous pouvons nous inscrire dans ça. Ça veut dire que le Sénégal et la Guinée. Je suis en train de me chercher, en fait, où se trouve l'aspect One Health. Parce que beaucoup d'activités ont été décrites qui peuvent être faites par chaque ministère. Ça, c'est clair. Mais le One Health s'investit, agit à l'interface santé humaine, santé animale et ainsi de suite, environnementale. Il y a beaucoup d'autres en fonction des pays. Je me suis dit, alors, il faut qu'on différencie ce qui est fait par chaque département et ce qui a dû être fait par, c'est-à-dire par tous les départements à l'interface homme, animal, environnement. Le cas particulier de la Guinée, par exemple, à l'interface, c'était l'investigation, ça veut dire que la recherche au niveau des hommes et au niveau... Les hommes ont été atteints, est-ce que les animaux... Donc, on envoie des gens sur le terrain, composer une équipe qui a été composée, comme le disait Dr Kourouma, des vétérinaires et des hommes de la santé, et même de l'environnement pour voir
Ok, je pense qu'on a une idée de la question de Dr Pépé. Il s'agit vraiment pour l'équipe du Sénégal, Dr Willen et Dr Jérôme, il y a eu beaucoup d'activités hein, que vous avez citées qui ont été implémentées pendant cette période. L'idée, c'est de savoir quel était le rôle spécifique de la plateforme Mutuelle Santé. Quand on dit rôle de la plateforme ici, c'est dans la coordination. Les animaux migrants, pour ceux qui concernent qu'est-ce qu'on a pu trouver chez eux? Et puis, Dr Pépé, il semble qu'on a des petits soucis de connexion, mais je pense qu'on a compris. Oui, on a compris l'idée de votre question. Nos collègues vont répondre. Dr Willen, Dr Jérôme. Merci. Merci. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci pour tout, pour l'intérêt que vous avez porté à la présentation du Sénégal donc, concernant cette expérience de multisectorialité, surtout durant l'épidémie de Covid, donc qui a été un moment, disons, d'apprentissage, hein, de fort apprentissage par rapport à tout ce qui est gestion des épidémies, mais tout ce qui est aussi collaboration multisectorielle. Donc, c'est du learning by doing, hein, comme on dit. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on y va, qu'on essaie d'apprendre et d'affiner les différentes stratégies qui sont mises en place. Donc, par rapport aux questions, on a... voilà, il y a quelqu'un qui demandait si on avait parlé des points faibles. Donc, il y a beaucoup de points forts, mais aussi il y a des points faibles. Les points faibles, c'est vraiment les défis, hein, les défis dans cette réponse à COVID-19. On a énuméré l'hésitation vaccinale, donc, qui a favorisé un tout petit peu la faible couverture vaccinale, qui est autour de 23% au niveau du pays. On a soulevé aussi des points faibles tels que la surveillance au niveau des points d'entrée, qui constitue un défi majeur hein, dans tout ce qui est détection précoce pour pouvoir vraiment être très efficient dans la détection et la réponse aux épidémies, mais aussi le renforcement des ressources, surtout humaines, donc par rapport à cette mise en œuvre. Donc, il est important de pouvoir continuer le renforcement des capacités des différents acteurs pour qu'ils puissent être préparés dans ces types d'épidémies. Merci, Dr Willen. Il y a Dr Adja qui peut-être qui veut ajouter quelque chose. Elle a soulevé la main. Oui, c'est bon, c'est parfait. Docteur, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. J'ai suivi la présentation, mais après un certain moment, pour 10 minutes, j'ai quitté un peu pour répondre un peu au patron. Mais je me félicite aussi de la belle présentation de la Guinée. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes en pleine crise de grippe aviaire et donc j'avais des informations que je devais partager avec le patron. Mais sinon, j'ai beaucoup appris et je pense qu'on a des exemples même sur lesquels on peut compter. Peut-être c'est juste féliciter aussi Jérôme et Dr Willan par rapport à la présentation. Je voulais juste appuyer sur les questions qui ont été posées en disant qu'est-ce qui a été comme point fort ou point faible par rapport à cette approche ou par rapport au leadership très élevé. Comme point fort, moi, je me rappelle quand on me demandait qu'est-ce qui justifiait un peu la réussite du Sénégal, même si elle est petite, dans la mise en œuvre de la gestion COVID, c'était clair, c'était un leadership très élevé. Je pense que pour tout programme multisectoriel, si nous n'avons pas un leadership très élevé, ça va être très difficile. Et je pense que c'est le leadership très élevé qui est un atout très important où très tôt, la très haute autorité a pris conscience de ça et a géré avec un leadership très élevé cette gestion de COVID, comme exemple. Donc, pour moi, un des critères fondamentaux, c'est un leadership très élevé. Sans un leadership très élevé, on ne peut pas réussir l'approche multisectorielle. Sinon, chaque secteur va camper. Or, le deuxième point aussi, ce n'est pas une plurisectorialité. Quelqu'un l'a demandé en disant, le plus souvent, on voit chaque secteur exécuter ses activités, exécuter un plan d'action. Ça aussi, c'est un élément très important. Il faut faire la différence entre la multisectorialité et la plurisectorialité.
La plurisectorialité, c'est la juxtaposition des plans. Chaque secteur élabore son plan et chaque secteur exécute. La multisectorialité va aller un peu plus loin en disant, c'est même de l'intersectorialité, où on va faire des choses ensemble quand c'est possible. On va renforcer l'autre aussi pour qu'il fasse des choses ensemble. Et le plus souvent, c'est ça où se trouve la difficulté dans la mise en œuvre de cette approche One Health, et c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment une intersectorialité, une multidisciplinarité. Nous-mêmes, on est allé jusqu'à dire c'est quoi la mise en œuvre de l'approche d'une activité One Health. Une activité One Health où un seul secteur exécute, pour nous, ce n'est pas de l'One Health. Donc, il faut qu'on ait le courage d'ouvrir. Je prends le cas de COVID. COVID, par exemple, à un certain moment, les laboratoires étaient un peu submergés. Je crois que c'est le cas de tout le monde. Et puis, à un certain moment, moi, en tant que liaison, je disais, mais pourquoi pas on va utiliser les laboratoires du secteur animal. Et je me rappelle, moi, je suis médecin, mes collègues médecins me rigolaient en me disant, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on va faire dans un laboratoire du secteur animal? C'est ça le One Health, il faut qu'on ose. Et quand ils sont allés voir les gens du secteur de la santé humaine, quand ils sont allés voir les laboratoires, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils travaillent exactement de la même façon. Donc, il faut qu'on ose un peu à savoir ce que font les autres, mais à pouvoir faire des choses aussi ensemble. Et ça, malheureusement, il nous faut avoir des manuels de procédure qui disent comment nous devons travailler ensemble. Ça aussi, je pense que c'est un défi majeur que les pays doivent élaborer. Comment mettre en œuvre l'approche One Health. Au niveau décentralisé, c'est plus facile le plus souvent. Au niveau opérationnel, quelqu'un l'a dit. C'est au niveau central où c'est un peu plus difficile, mais je pense que avec la valeur ajoutée des uns et des autres, quelqu'un l'a dit, faire des missions de supervision conjointe, respecter l'autre, connaître l'autre. Mais un défi majeur, c'est avoir aussi des stratégies de mise en œuvre. Comment nous devons travailler ensemble. Et pour moi, je suis convaincue que pour pouvoir travailler ensemble, il faut d'abord connaître l'autre. Quelle est la valeur ajoutée de l'autre? Avoir une humilité de dire, peut-être l'autre le fait mieux que moi, comment il peut m'aider à qu'on puisse faire des choses ensemble. Donc, voilà un peu l'approche One Health. On a des plans stratégiques sur le plan mondial. Les pays ont des plans stratégiques. Mais le défi majeur, c'est la mise en œuvre. Quelle est la stratégie opérationnelle pour pouvoir travailler selon une approche One Health? Sachant que le One Health n'est qu'une approche, que la stratégie, c'est la sécurité sanitaire que les pays doivent avoir. Et je pense que Covid nous a tout montré. Voilà un peu quelques éléments de force qu'on a partagés. C'est le cadre institutionnel qui doit être porté par un leadership très élevé. Sinon, ça ne marche pas. Merci beaucoup à vous. Over. Merci infiniment, docteur. Ce sont de très bons points. On n'a que 3 minutes qui restent. On a la plateforme Springboard, comme vous le savez tous. C'est une plateforme de partage de connaissances. Toutes ces questions-là, ces présentations-là seront logées là-bas. Notre collègue Jean-Jacques est là, il est déjà en train de travailler dessus. La réponse à ces questions-là sera posée là-bas aussi. Et je vous prie de prendre 1 minute, peut-être la dernière minute qui reste là pour remplir une courte évaluation de la session. Ça nous permettra certainement d'améliorer la qualité de ces sessions-là. Et comme j'ai dit, les discussions vont continuer sur la plateforme Springboard. Il y aura des questions. Vous aurez aussi l'opportunité d'apporter vos contributions comme Dr Adja et Dr Pepe viennent de le faire. Et n'oubliez pas que les prochaines sessions sont prévues pour le 4 mai et le 1er juin. Mais avant de le quitter, je veux prendre un moment pour dire merci à nos partenaires de l'USAID qui sont présents dans l'appel. Merci d'avoir pris le temps pour venir nous participer à ces sessions. C'est vraiment la réussite et le crédit de ces sessions-là vous reviennent aussi en tant que partenaire financier du projet Breakthrough Action. Sur ce, nous sommes à l'heure. Merci beaucoup. Prenez la dernière minute pour donner votre adresse, votre nom, votre organisation. On va partager toutes les présentations avec vous. Merci infiniment. Et à se revoir au mois de mai. Et l'enquête est toujours en ligne. Vous pouvez continuer à le renseigner. Le fichier de la liste des présents associés en ligne, vous pouvez continuer à le renseigner.
Merci et bonne coupure à nos frères musulmans. Je sais que c'est pour bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée, docteur. C'est Habib du Cameroun qui vous salue. Merci.